À l'instant où tout aurait dû s'accélérer, tout semblait s'être arrêté. Dans la suite nuptiale, un silence épais pesait sur l'air, comme si le monde retenait son souffle. Éléonore se tenait devant le grand miroir, ajustant nerveusement son voile. Le reflet lui renvoyait l'image d'une femme prête à vivre le plus beau jour de sa vie. Sa robe, une création étincelante, épousait parfaitement sa silhouette. Sur la coiffeuse, une photo encadrée montrait un couple heureux, elle et Cédric Delacroix, souriant, insouciant. C'était leur 4e anniversaire de rencontre. C'était surtout le jour de leur mariage. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 11 heures. Une boule d'angoisse se formait dans son estomac. La cérémonie devait commencer d'une minute à l'autre. Le cortège de voitures de luxe aurait dû être là il y a 1 heure. Où était Cédric ? Tremblante, elle saisit son téléphone et composa son numéro. « Allô ?» fit une voix masculine, impatiente, avec un fond sonore de moteur vrombissant. « Cédric, c'est moi » balbutia Éléonore. « Où es-tu ? Pourquoi n'es-tu pas encore venu me chercher ?» Un soupir agacé traversa le combiné. « Éléonore, je ne pourrais pas passer te prendre. Clara a le mal des transports. »« Quoi ? Clara ?» Le nom de sa meilleure amie d'enfance, cette fille à l'apparence fragile et innocente fit l'effet d'une douche froide. « Elle ne supporte pas les autres voitures », continua Cédric d'un ton qui ne tolérait aucune réplique. « Elle ne se sent bien que dans ma Rolls-Royce. C'est le seul moyen pour qu'elle ne vomisse pas. Je viens juste de la récupérer. Si je fais demi-tour pour toi, on sera en retard. » Éléonore resta bouche bée, les larmes montant aux yeux. « Tu plaisantes ? C'est notre mariage, Cédric. Tu es en train de me dire que tu as pris la voiture de la mariée pour aller chercher ton amie d'enfance ? » « Ne sois pas dramatique, » coupa-t-il sèchement. « Tiens, j'ai une idée. Prends un vélo en libre service. Tu n'as qu'à pédaler jusqu'au lieu de la cérémonie. Après tout, tu as l'habitude de te déplacer comme ça, non ? Avec tes origines modestes, ça ne devrait pas te déranger. » Le monde d'Éléonore s'effondra. Il lui demandait de traverser la ville en robe de mariée sur un vélo jaune public pendant qu'il conduisait une autre femme dans le confort de sa voiture de luxe. « Cédric, tu as perdu la tête ? C'est le jour de notre union, pas celle de Clara. Tu veux que j'arrive en sueur et décoiffée devant tous les invités ? » « Arrête avec ta vanité, » explosa Cédric. « Je sais que ta famille est pauvre. Tu veux juste monter dans ma Rolls-Royce pour frimer devant tes collègues et faire l'intéressante. Je ne vais pas encourager tes caprices de princesse. Si tu veux te marier aujourd'hui, débrouille-toi pour venir. Sinon, tant pis pour toi. » Il raccrocha. Le bip sonore de la fin d'appel résonna comme une condamnation. Éléonore regarda son téléphone, incrédule. Il ne l'avait pas seulement abandonnée, il l'avait humiliée pour satisfaire une autre femme. Dans la voiture luxueuse qui filait vers le lieu de réception, Clara, vêtue d'une robe blanche qui ressemblait étrangement à une tenue de mariée, regarda Cédric avec de grands yeux larmoyants. « Cédric, est-ce qu'Éléonore est fâchée ? C'est de ma faute. Je savais qu'elle comprendrait mal. Arrête la voiture, je vais descendre. Je ne veux pas gâcher votre bonheur. » Cédric, attendri par cette comédie, lui tapota la main. « Ne dis pas n'importe quoi. Elle fait juste une scène pour attirer l'attention. Elle est jalouse de notre amitié pure. Ne t'inquiète pas, je ne la laisserai pas te brutaliser. » Pendant ce temps, Éléonore prit une décision. Elle essuya ses larmes, releva le bas de sa robe lourde et sortit de l'hôtel. Le soleil tapait fort. Devant l'entrée, une rangée de vélos jaunes de location attendait. Le cœur serré, mais la tête haute, elle déverrouilla un vélo. Elle allait y aller. Pas pour se soumettre, mais pour voir jusqu'où Cédric oserait aller dans l'irrespect. Elle pédala, sa traîne blanche se salissant dans la poussière de la route sous les regards stupéfaits des passants. 1 heure plus tard, elle arriva devant le château où se tenait la cérémonie. Elle était épuisée, ses cheveux collaient à son front et sa robe immaculée était tachée de graisse et de boue. La Rolls-Royce noire de Cédric était déjà là. Cédric et Clara se tenaient à l'entrée, entourés d'amis de la haute société qui ricanaient en voyant arriver la mariée sur son vélo bon marché. Éléonore lâcha le vélo qui tomba avec fracas sur les pavés. Elle s'avança vers eux, le regard brûlant. « Cédric, » dit-elle d'une voix tremblante de rage contenue. « C'est vraiment ce que tu voulais ? Me voir arriver comme ça ?» Clara s'avança, jouant la victime effarouchée, se cachant derrière l'épaule de Cédric. « Éléonore, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas que tu le prennes mal, c'est juste que j'avais la nausée. » Cédric foudroya Éléonore du regard. « Regarde ce que tu as fait. Tu as effrayé Clara. Tu arrives ici comme une clocharde pour nous faire honte. T'es vraiment une femme vénale et sans classe. » Les amis de Cédric, tous issus de familles riches et arrogantes, se mirent à murmurer des insultes,
prenant des photos pour se moquer d'elle sur les réseaux sociaux. « C'est incroyable !» dit l'un d'eux. « Elle n'a aucune dignité ?» « Pas étonnant, elle vient d'un milieu pauvre !» ajouta un autre. Cédric croisa les bras, se sentant soutenu par son clan. Il regarda sa montre, puis Éléonore. « Éléonore, je te donne une dernière chance. Excuse-toi immédiatement auprès de Clara pour ta jalousie maladive et auprès de mes amis pour ce spectacle ridicule. Si tu le fais, je consentirai peut-être à poursuivre ce mariage. » Le silence tomba sur l'assemblée. Tout le monde attendait que la pauvre Éléonore s'effondre et supplie pour obtenir son mariage avec le riche héritier. Éléonore regarda l'homme qu'elle avait aimé pendant 4 ans. Elle vit sa lâcheté, sa cruauté et son arrogance. Puis elle regarda Clara, qui dissimulait un sourire victorieux derrière sa main. Quelque chose se brisa en elle, mais ce n'était pas son cœur, c'étaient ses chaînes. Elle releva le menton, ses yeux brillant d'une lueur froide et nouvelle. « Tu veux que je m'excuse ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, tout de suite !» aboya Cédric. « Alors tu peux attendre longtemps, Cédric, parce qu'il n'y aura pas d'excuse et il n'y aura pas de mariage. » Cédric écarquilla les yeux, choqué par son audace. « Quoi ? Tu oses me rejeter ? Tu penses que quelqu'un d'autre voudra d'une fille comme toi, pauvre et sans relation ? Sans moi, tu n'es rien. » À cet instant précis, un vrombissement sourd se fit entendre au loin. Non pas des moteurs de voiture, mais le son rythmé de dizaines de chaînes de vélos. Le groupe tourna la tête. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée des invités triés sur le volet. Ce n'était pas le grondement d'une seule voiture, mais une véritable armada qui approchait. Au tournant de l'allée du château, une vision surréaliste apparut. Une vingtaine d'hommes en costume noir impeccable, lunettes de soleil sur le nez, pédalaient avec une discipline militaire sur des vélos jaunes identiques à celui d'Éléonore. En tête de ce cortège improbable se trouvait un homme à l'aura magnétique. Même sur un vélo de location, il dégageait une autorité royale. Son costume sur mesure valait plus que la cérémonie entière, et son regard était fixé sur une seule personne, Éléonore. Derrière cette escouade cycliste, comme pour souligner l'ironie de la situation, suivait une file interminable de voitures de sport et de limousines, Ferrari, Lamborghini, et au centre, une Rolls-Royce fantôme bien plus imposante et récente que celle de Cédric. Cédric Delacroix éclata d'un rire nerveux. « C'est quoi ce cirque ? Éléonore, tu es tombée bien bas ? Tu as engagé des acteurs pour sauver la face ? C'est pathétique. » Clara, agrippée au bras de Cédric, pouffa derrière sa main. « Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Elle a dû dépenser toutes ses économies pour cette mise en scène. » L'homme en tête du cortège ignora superbement les moqueries. Il freina avec élégance juste devant Éléonore, posa un pied à terre et descendit de sa monture. Il s'approcha d'elle, sa haute stature dominant tout le monde alentour. C'était Alexandre Blackwood, l'homme le plus puissant de la région, un magnat de la finance dont le seul nom faisait trembler les marchés boursiers. Il s'arrêta devant Éléonore, dont le cœur battait la chamade. Il ne regarda pas sa robe tachée, ni ses cheveux en bataille. Il plongea ses yeux sombres dans les siens avec une intensité brûlante. « Je suis en retard, » dit-il d'une voix grave et veloutée. « Pardonne-moi. J'ai entendu dire que le thème du mariage était « le vélo partagé ». Je ne voulais pas être hors sujet. » Éléonore resta sans voix. Elle connaissait Alexandre, c'était l'ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue, le garçon qui l'avait toujours protégé avant de partir conquérir le monde des affaires. Alexandre se tourna alors vers Cédric, son sourire disparaissant pour laisser place à un masque de glace. « Vous devez être Cédric Delacroix, celui qui pense qu'une femme se mesure à la voiture dans laquelle elle arrive. » Cédric, piqué au vif mais intimidé par le charisme de l'inconnu, tenta de garder contenance. « Et vous, vous êtes qui ? Le chef des clowns ? Vous croyez m'impressionner avec vos vélos ?» Un murmure parcourut la foule. Un des invités, un banquier influent, devint livide. « Mais c'est Monsieur Blackwood, le président du groupe Blackwood » chuchota-t-il terrifié. « Blackwood, l'homme qui pouvait racheter sa société 10 fois avant le petit déjeuner ? Impossible !» Alexandre ignora de nouveau Cédric et reporta son attention sur Éléonore. Il sortit un écrin de velours de sa poche et mit un genou à terre, indifférent à la poussière. Le silence fut total. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur brillait une bague ancienne, ornée d'un diamant rose d'une rareté inouïe.
Ce n'était pas un bijou de nouveau riche, c'était une pièce de musée, un héritage familial. « Éléonore, déclara Alexandre d'une voix forte et claire, il y a des années, je t'ai promis que si personne ne savait voir ta valeur, je serais là pour le rappeler au monde entier. Cet homme est aveugle. Moi, je vois clair. Veux-tu m'épouser ?» Cédric, rouge de colère et d'humiliation, intervint. « C'est du bluff, c'est impossible. Éléonore n'est qu'une fille pauvre. Pourquoi le grand Alexandre Blackwood voudrait-il d'elle? C'est une comédie. » Alexandre se releva lentement, rangeant l'écrin sans quitter Éléonore des yeux, puis fit un signe de main discret. Son assistant personnel s'avança, tendant un dossier en cuir à Cédric. « Ce n'est pas une comédie, monsieur Delacroix, » dit Alexandre froidement. « En guise de cadeau de fiançailles pour ma future épouse, j'ai pris la liberté de régler quelques affaires. » Cédric arracha le dossier et l'ouvrit. Ses mains se mirent à trembler. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est l'acte d'acquisition de vos dettes, » expliqua Alexandre avec un calme terrifiant. « Le groupe Delacroix est au bord de la faillite depuis des mois, n'est-ce pas? Vous comptiez sur le mariage avec une prétendue fille riche pour vous renflouer. Dommage, je viens de racheter toutes vos créances. Désormais, le destin de votre famille est entre les mains de ma fiancée. » Cédric lâcha les papiers, livide. Ses parents, qui observaient la scène, s'effondrèrent presque. Clara recula, lâchant le bras de Cédric comme s'il était soudainement contagieux. Alexandre se tourna vers Éléonore, tendant la main. « Alors, acceptes-tu de quitter ces gens qui ne te méritent pas pour devenir Madame Blackwood ?» Éléonore regarda Cédric, désormais petit et pathétique, tremblant de peur pour son argent. Elle regarda Clara, dont le masque d'innocence se fissurait sous la panique, puis elle regarda Alexandre, solide comme un roc, qui lui offrait non seulement une vengeance, mais un respect qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Un sourire illumina son visage fatigué. Elle tendit sa main et la plaça dans celle d'Alexandre. « Oui, » répondit-elle, « j'accepte. Emmène-moi loin d'ici. » Alexandre sourit, un vrai sourire cette fois. Il la souleva sans effort dans ses bras, comme une princesse, et se dirigea non pas vers les vélos, mais vers la Rolls-Royce fantôme. « Attendez !» cria Cédric, la panique prenant le dessus. « Éléonore, attends, c'était un malentendu. Je t'aime, ne fais pas ça !» Mais la portière lourde se referma sur ses cris. Le cortège démarra, laissant Cédric, Clara et leurs invités dans un nuage de poussière, au milieu des vélos jaunes abandonnés qui gisaient au sol comme les débris de leur orgueil. L'humiliation publique du mariage avait laissé un goût de cendre dans la bouche de Cédric Delacroix. Alexandre Blackwood avait racheté leurs dettes, les tenant désormais en laisse. Cédric avait besoin d'un miracle pour retrouver sa dignité. Ce miracle, Clara affirmait l'avoir trouvé. Elle organisa une rencontre dans le salon privé d'un club de golf huppé. L'homme qui les attendait, M. Silas, était l'image même de la réussite. La quarantaine élégante, le regard vif derrière des lunettes sans monture, il dégageait l'assurance tranquille de ceux qui brassent des milliards. Sur la table en acajou trônait un appareil au design épuré, chromé et futuriste. « Merci de me recevoir », commença Silas d'une voix posée. « Je ne prends que très peu de partenaires privés. Clara a dû insister lourdement pour que je considère votre dossier. » Le père de Cédric, nerveux, ajusta sa cravate. « Nous sommes honorés. Clara nous a parlé d'une révolution médicale ?» Silas sourit, un sourire commercial, parfait. Il posa la main sur la machine. « Messieurs, ceci est le BioPulse 3000, une technologie de nanodiagnostic développée en secret dans la Silicon Valley. Une seule goutte de sang et l'intelligence artificielle analyse plus de 500 marqueurs vitaux en temps réel. C'est la fin des laboratoires traditionnels. Les contrats avec les hôpitaux américains sont déjà signés. » Il sortit une tablette et fit défiler des graphiques aux courbes exponentielles. Le rendement actuel est de 15% par semaine. Cédric sentit son cœur s'emballer. C'était trop beau. C'était la sortie du tunnel. C'était la richesse, la vraie, celle qui lui permettrait d'écraser Alexandre Blackwood. Soudain, la porte du salon s'ouvrit. Le serveur entra avec le thé, suivi de près de 2 figures familières qui traversaient le hall, Alexandre et Éléonore. Le regard de Cédric croisa celui d'Éléonore. Elle s'arrêta un instant, observant la scène. La machine chromée, les graphiques, l'air avide de son ex-belle-famille. Cédric se redressa, bombant le torse. Il voulait qu'elle voie qu'il rebondissait, qu'il n'était pas fini. Éléonore s'approcha lentement de leur table, Alexandre sur ses talons, amusé.
Elle jeta un coup d'œil au Biopols, puis regarda Cédric droit dans les yeux. Son expression était indéchiffrable, mélange de pitié et de sérieux. « Cédric, dit-elle doucement, fais attention. » Cédric ricana, un son amer. « Attention à quoi? Au succès? Tu as peur que je redevienne plus puissant que ton nouveau protecteur? » « Je parle sérieusement, » continua Éléonore, ignorant l'insulte. « Des rendements pareils, une technologie aussi miraculeuse, en finance quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent qu'il y a un loup. Ne mise pas tout là-dessus. » Madame de la Croix intervint, agitant ses mains couvertes de bagues. « Garde tes conseils de petite fille pauvre pour toi. Tu es verte de jalousie, voilà tout. Tu as choisi le mauvais cheval, et maintenant que nous allons toucher le jackpot, tu essaies de nous semer le doute. » Clara se blottit contre le bras de Cédric, lançant un regard de défi à Éléonore. « Ne l'écoute pas, mon amour. Elle veut juste te voir échouer. Monsieur Silas est un visionnaire. » Alexandre posa une main sur l'épaule d'Éléonore. « Viens, Éléonore. On ne peut pas empêcher les gens de courir après leur destin. S'ils veulent toucher le soleil, laissons-les se brûler les ailes. » Ils partirent sans un mot de plus. Cédric, tremblant de rage contenue, se tourna vers Silas. L'avertissement d'Éléonore avait eu l'effet inverse. Il avait piqué son orgueil au vif. Il devait lui prouver qu'elle avait tort. Il devait lui prouver qu'il était un génie de la finance. « On commence petit, » dit le père de Cédric, prudent. « Juste 100 000 € pour voir. » Une semaine plus tard, le téléphone de Cédric vibra. Une notification bancaire. Virement reçu, plus 115 000 €. Ça marchait. C'était réel. L'argent était là, tangible, sur son compte. L'euphorie s'empara de la maison de la Croix. Ils avaient trouvé la poule aux œufs d'or. Ils avaient trouvé le moyen de surpasser tout le monde. La prudence s'envola par la fenêtre, remplacée par une cupidité féroce. « On ne peut pas se contenter de miettes », déclara Cédric lors du dîner, les yeux brillants de fièvre. « Si on veut rattraper le retard, si on veut être invité à la table des rois, il faut frapper fort. » « Silas a dit qu'il clôturait le fonds d'investissement à la fin du mois, » ajouta Clara innocemment. « Après, ce sera trop tard. » Le père de Cédric tapa du poing sur la table. « On y va, on hypothèque la villa, on vide les comptes de l'entreprise, on met tout. » Ils signèrent les papiers le lendemain, transférant l'intégralité de leur patrimoine, leur passé et leur avenir, dans la machine à rêve de Monsieur Silas. Ils se sentaient puissants, invincibles, plus riches que jamais. Ils ne se doutaient pas un seul instant qu'Éléonore ne les avait pas avertis par jalousie, mais parce qu'elle connaissait la différence entre un investissement et un mirage. Le manoir de la famille Valmont dominait la colline, illuminé comme un palais des 1001 nuits. C'était le soir du grand gala annuel organisé par le président Valmont, une figure mythique de l'industrie que tout le monde rêvait d'approcher. La famille Delacroix arriva en grande pompe. Fort de leur succès imminent avec l'investissement de Monsieur Silas, ils marchaient comme s'ils possédaient déjà les lieux. Cédric avait revêtu un smoking blanc, se prenant pour le prince charmant, tandis que Clara, à son bras, portait une robe de soirée qui copiait maladroitement les dernières tendances parisiennes. « Rappelez-vous », chuchota la mère de Cédric en ajustant ses perles, « ce soir, nous devons impressionner Monsieur Valmont. Si nous obtenons son partenariat, plus personne ne pourra nous arrêter. Nous serons intouchables. » Ils pénétrèrent dans la salle de bal, les yeux écarquillés par le luxe environnant. Mais leur sourire suffisant se figea instantanément. Au centre de la pièce, discutant avec aisance parmi l'élite, se tenait Éléonore. Elle était métamorphosée. Fini la robe de mariée souillée ou les vêtements simples qu'elle portait autrefois. Elle était drapée dans une robe de haute couture bleu nuit, ses cheveux relevés dévoilant une parure de saphir qui valait plus que la maison des Delacroix. Alexandre Blackwood se tenait à ses côtés, une main protectrice posée dans le bas de son dos. Cédric sentit une bouffée de rage et d'incompréhension monter en lui. « Regardez-la !» siffla-t-il. « Elle a dû utiliser les relations de Blackwood pour s'incruster ici. Elle n'a aucune honte. » Clara, sentant le danger, ajouta de l'huile sur le feu. « C'est scandaleux. Une fille de ses origines ici ? Elle va sûrement essayer d'arnaquer quelqu'un ou de voler de l'argenterie. Nous devons protéger la réputation de cette soirée. » N'écoutant que leur arrogance, les Delacroix foncèrent vers Éléonore, créant une scène au milieu des invités. « Toi !» aboya la mère de Cédric en pointant un doigt accusateur vers Éléonore. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu nous as suivis ? Tu penses qu'en t'habillant avec des vêtements loués, tu peux te faire passer pour quelqu'un de notre monde ?
Les conversations autour d'eux s'arrêtèrent. Alexandre fit un pas en avant, son regard s'assombrissant, mais Éléonore l'arrêta d'un geste doux. Elle voulait gérer ça elle-même. « Bonsoir Cédric. Bonsoir madame, dit-elle calmement. Je suis ici chez moi, techniquement. » Cédric éclata d'un rire méprisant. Chez toi, tu te délires complètement. Tu as vécu dans un appartement minuscule avec moi pendant 4 ans. Tu comptais tes centimes pour acheter le pain. Arrête ton cinéma. Il se tourna vers la foule, cherchant l'approbation du public. Sécurité! Quelqu'un appelez la sécurité! Cette femme est une imposteur. Elle s'est introduite illégalement pour importuner les invités de marque. Des murmures parcoururent la salle. Certains invités regardaient les Delacroix avec gêne, d'autres avec amusement. Soudain, une voix puissante résonna depuis le haut du grand escalier de marbre. « Qui ose demander l'expulsion de mon invité d'honneur ?» Le silence se fit instantanément. Monsieur Valmont descendait les marches. C'était un homme imposant, au visage sévère mais charismatique. Les Delacroix, changeant de visage à la seconde, se courbèrent en révérences obséquieuses. « Monsieur le président Valmont !» s'exclama le père de Cédric. « Quel honneur! Nous sommes la famille Delacroix. Nous essayons simplement de vous rendre service en signalant cette personne indésirable qui prétend être à sa place ici. » Monsieur Valmont arriva au niveau d'Éléonore. Il ne regarda même pas les Delacroix. Il posa ses mains sur les épaules de la jeune femme et son visage s'adoucit. « Indésirable ?» répéta-t-il. « Vous parlez de ma fille ?» Le temps sembla se suspendre. Cédric ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Clara devint blanche comme un linge. « Votre fille ?» bégaya la mère de Cédric, manquant de s'évanouir. « Permettez-moi de vous présenter Éléonore Valmont, » continua le président d'une voix qui portait jusqu'au fond de la salle. « Mon unique héritière, celle qui dirigera le groupe Valmont après moi. Elle a choisi de vivre modestement pendant quelques années pour comprendre la valeur de l'argent et tester la sincérité des gens qui l'entourent. » Il tourna alors son regard froid vers Cédric. « Et il semble que le test a été concluant, monsieur Delacroix. Ma fille m'a raconté comment vous l'avez traitée. Vous l'avez abandonnée pour une arriviste le jour de votre mariage parce que vous pensiez qu'elle était pauvre. » Cédric tremblait de tous ses membres. La réalité le frappait de plein fouet. La femme qu'il avait méprisée, insultée et forcée à monter sur un vélo était en réalité la femme la plus riche de la ville. Il avait tenu un diamant pur dans ses mains et l'avait jeté pour saisir un morceau de verre. « Monsieur Valmont, je ne savais pas !» tenta-t-il de plaider, la sueur perlant sur son front. « C'est un malentendu. J'aime Éléonore. C'est Clara qui m'a manipulé. » Il essaya d'attraper la main d'Éléonore, mais Alexandre s'interposa, un mur infranchissable. « Ne la touchez pas, » dit Alexandre. « Vous avez fait votre choix, Cédric. Vous avez choisi l'apparence plutôt que la substance. Maintenant, assumez. » Monsieur Valmont fit un signe sec à la sécurité. « Sortez ces gens de chez moi et faites savoir à tous mes partenaires que quiconque fait affaire avec la famille Delacroix deviendra l'ennemi du groupe Valmont. »« Non, attendez !» hurla le père de Cédric alors que les gardes les saisissaient. « Nous avons investi tout notre argent. Nous avons besoin de ce partenariat. Pitié !» Mais leurs cris se perdirent alors qu'ils étaient traînés vers la sortie sous les regards méprisants de toute la haute société qu'ils avaient tant cherché à impressionner. Restée seule au centre de la pièce avec son père et son fiancé, Éléonore prit une coupe de champagne. Elle regarda la porte se refermer sur son passé. « Santé !» dit-elle doucement. Le pire était passé pour elle. Mais pour Cédric, la véritable descente aux enfers ne faisait que commencer. Le réveil de la famille Delacroix fut brutal. Ce n'était pas le soleil qui les tira du lit, mais la sonnerie incessante du téléphone fixe puis des portables. Le père de Cédric décrocha, le visage encore bouffi par la nuit agitée qui avait suivi leur expulsion du gala. « Allô ? Oui, c'est moi ? Quoi ?» Sa main se mit à trembler si violemment qu'il lâcha le combiné. Il tomba à genoux sur le tapis persan du salon. « Papa ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Cédric, entrant dans la pièce avec une migraine atroce. Son père leva vers lui des yeux vides, hantés par la terreur. « Il est parti. Silas est parti. Le numéro n'est plus attribué. Le site web de l'investissement a disparu. » Cédric sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il sortit son propre téléphone et composa frénétiquement le numéro de l'investisseur. « Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. » La nouvelle tomba comme un coup près aux actualités de midi. Arnaque du siècle, le faux gourou de la biotech disparaît avec 500 millions d'euros. Dans l'heure qui suivit,
le chaos s'installa. Des voitures de police et des huissiers encerclèrent la villa des Delacroix. Ils avaient hypothéqué la maison, l'entreprise, les voitures, tout. Et tout appartenait désormais aux créanciers. « Sortez !» ordonna un huissier froid en pointant la porte. « Cette propriété est saisie. Vous avez 1 heure pour prendre vos affaires personnelles. Rien de valeur ne doit sortir d'ici. » La mère de Cédric hurlait, s'accrochant au rideau de soie, refusant de croire que sa vie de château était terminée. Cédric, hagard, regardait sa Rolls-Royce être chargée sur une dépanneuse, celle-là même dans laquelle il avait refusé de faire monter Éléonore. À 14h00, ils étaient sur le trottoir. 3 valises pour toute une vie. Il pleuvait, une pluie fine et glaciale qui trempait leurs vêtements de marque désormais froissés. « C'est ta faute !» hurla le père de Cédric en se tournant vers son fils. « C'est toi qui as ramené cette maudite Clara et ses idées d'investissement. Si tu avais gardé Éléonore, nous serions milliardaires à l'heure qu'il est. » Cédric, trempé et humilié, sentit une lueur d'espoir traverser son désespoir. Clara. Elle l'aimait, elle le lui avait dit 1000 fois. Elle lui avait dit qu'elle s'en fichait de l'argent, qu'elle l'aimait pour son âme. Elle était douce, fragile, innocente. Elle serait son roc dans cette tempête. Elle avait aussi investi, elle devait être dévastée. Ils s'en sortiraient ensemble. « Je vais chercher Clara », dit-il à ses parents qui s'abritaient sous un arrêt de bus. « Elle nous aidera. » Il courut à travers la ville, n'ayant plus d'argent pour un taxi. Il arriva à l'appartement de luxe qu'il louait pour elle. La porte était entr'ouverte. Il entra, hors d'haleine. « Clara, mon amour, c'est terrible, nous avons tout perdu. » Il se figea. L'appartement était sans dessus-dessous. Des valises Louis Vuitton s'empilaient dans l'entrée. Clara, vêtue d'un tailleur chic, finissait de boucler son sac à main. Elle n'avait pas l'air dévastée. Elle avait l'air pressée. Elle se tourna vers lui. Son visage, d'habitude si expressif et larmoyant, était un masque d'indifférence totale. « Ah, Cédric, tu es là. Tu tombes mal, j'ai un avion à prendre. »« Un avion ? Mais si là c'est parti avec l'argent, ma famille est ruinée, on est à la rue. » Clara éclata d'un rire cristallin, mais dépourvu de chaleur. « Je sais, chérie, j'ai vu les infos. C'est triste pour toi. Heureusement que moi, je n'ai jamais vraiment investi 1 centime. C'était l'argent que tu m'avais donné sur ta carte supplémentaire. » Cédric recula, comme frappé physiquement. « Quoi ? Mais tu m'as dit que nous devions construire notre avenir. Tu m'as dit que tu m'aimais, que peu importe la richesse. » Clara leva les yeux au ciel, exaspérée par tant de naïveté. « Oh, grandis un peu, Cédric. Tu pensais vraiment qu'une fille comme moi resterait avec un raté comme toi par amour? J'aimais ta Rolls-Royce, j'aimais ta carte de crédit, j'aimais l'idée d'écraser cette peste d'Éléonore. Mais maintenant, tu n'es plus rien, tu es un boulet. » Elle s'approcha de lui, non pas pour l'embrasser, mais pour lui tapoter la joue avec une condescendance humiliante. « Et pour ton information, je n'ai jamais fait de fausse couche, je n'ai jamais été enceinte. C'était juste pour que tu culpabilises et que tu quittes Éléonore plus vite. Ça a marché à merveille. » Le monde de Cédric devint noir. La trahison était absolue. Il avait sacrifié la femme la plus riche et la plus loyale du monde pour une créature qui venait de lui avouer qu'elle n'était qu'un parasite. « Tu es un monstre », murmura-t-il. « Je suis une survivante », rectifia-t-elle en prenant ses valises. « Adieu, Cédric. Ne cherche pas à me recontacter. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, un certain Song Kei. Il est héritier d'une chaîne d'hôtels, un peu idiot, très riche, exactement comme toi, avant que tu ne deviennes ça. » Elle le bouscula pour passer la porte. « Ah, et rends les clés au propriétaire en sortant. Le loyer n'est pas payé ce mois-ci. » Elle claqua la porte. Cédric resta seul dans l'appartement vide, le bruit de la pluie contre les vitres résonnant comme les pleurs d'un homme qui avait tout eu et qui avait tout jeté de ses propres mains. Une haine froide commença à remplacer son désespoir. Il n'avait plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux. La grande salle de réception de l'hôtel impérial scintillait sous les lustres en cristal. Tout le gratin de la ville était réuni pour célébrer les fiançailles de Song Kei, le jeune héritier d'une chaîne hôtelière avec sa nouvelle compagne. Sur l'estrade, Clara rayonnait. Elle portait une robe blanche virginale, une copie presque parfaite de celle qu'elle portait au mariage de Cédric. Son visage affichait ce masque de pureté et de timidité qu'elle maîtrisait à la perfection. Song Kei, visiblement épris et naïf, lui tenait la main, ignorant qu'il serrait celle d'une vipère. « Mes amis, commença Song Kei au micro, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai trouvé une femme douce, désintéressée, qui a beaucoup souffert par le passé, mais qui a gardé un cœur pur. »
Soudain, les lourdes portes du fond de la salle s'ouvrirent avec fracas. Un homme entra, ou plutôt l'ombre d'un homme. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux sales, ses yeux cernés de noir. C'était Cédric. Il ressemblait à un spectre venu hanter les vivants. « Un cœur pur !» hurla-t-il, sa voix brisée résonnant dans le silence stupéfait. « C'est ça que tu crois, Sonké ?» Clara blêmit. Elle lâcha la main de son fiancé et recula d'un pas. « Sécurité !» cria-t-elle d'une voix suraiguë. « Faites sortir ce mendiant, il est fou, je ne le connais pas !» Cédric avança, ignorant les murmures dégoûtés des invités. « Tu ne me connais pas ? Après avoir vidé mes comptes ? Après avoir vécu à mes crochets pendant des années ? Après m'avoir fait croire à une grossesse pour que j'abandonne la seule femme qui m'aimait vraiment ?» Sonké fronça les sourcils, regardant Clara. « De quoi parle-t-il, chérie ? C'est ton ex-fiancé ? Le type ruiné ? Tu m'avais dit qu'il te battait et que tu l'avais fui. »« C'est vrai, » mentit Clara, les larmes montant instantanément à ses yeux. « Il me harcèle. S'il te plaît, Song, protège-moi !» Alors que les gardes de sécurité s'approchaient de Cédric pour l'expulser, les lumières de la salle s'atténuèrent brusquement. L'écran géant derrière le couple, prévu pour diffuser un diaporama romantique, grésilla. Une voix calme et puissante s'éleva du côté de la salle. « Laissez-le parler. La vérité mérite d'être entendue. » Alexandre Blackwood et Éléonore Valmont s'avancèrent hors de l'ombre. Éléonore tenait une télécommande à la main. Elle ne regardait pas Cédric avec pitié, mais avec une froide résolution. Elle appuya sur un bouton. L'écran géant s'illumina. Ce n'étaient pas des photos de fleurs ou de paysages, c'étaient des captures d'écran de conversation, des relevés bancaires et des photos volées. Une photo de Clara et Cédric s'embrassant fougueusement datait de 3 jours après la rencontre de Clara et Sonké. Un rapport médical certifié prouvant que Clara n'avait jamais été enceinte et encore moins fait de fausses couches. Un enregistrement audio démarra. La voix de Clara, claire et cynique. « Ce Cédric est un idiot fini. Dès que j'ai vidé ses comptes, je le largue. Sonké est bien plus riche et plus facile à manipuler. » Un hoquet d'horreur parcourut l'assemblée. Sonké se tourna vers Clara, le visage déformé par le dégoût. « Tu t'es moqué de moi ? Tu n'es qu'une… » Il la repoussa violemment. Clara tomba à genoux, sa belle robe blanche s'étalant sur le sol. Son masque de porcelaine venait d'exploser en 1000 morceaux. Elle se releva, tremblante, cherchant du soutien dans la foule, mais ne vit que mépris et condamnation. Elle se tourna alors vers Éléonore. Ses yeux, habituellement si doux, étaient injectés de haine pure. La folie s'emparait d'elle. « C'est toi !» siffla-t-elle. « C'est encore toi ! Tu as tout gâché. Tu as toujours tout eu. L'argent, la famille, l'amour. Et moi, j'ai dû me battre pour chaque miette. Tu m'as tout pris. » Elle aperçut un couteau à steak sur la table du gâteau de fiançailles. Dans un geste de désespoir et de fureur aveugle, elle s'en saisit. « Si je ne peux pas être heureuse, tu ne le seras pas non plus !» hurla-t-elle. Elle fonça droit sur Éléonore, le couteau levé. Tout se passa au ralenti. Alexandre se jeta pour protéger Éléonore, mais il était à quelques mètres. Éléonore se figea, tétanisée. Mais une autre silhouette surgit de la gauche. Cédric. N'écoutant que son instinct, ou peut-être un ultime désir de rachat, ou simplement la volonté de voir Clara détruite, il s'interposa entre la lame et Éléonore. Un bruit mat, écœurant. Schlac. Cédric poussa un cri étouffé. Le couteau ne l'avait pas touché au cœur, mais s'était planté profondément dans le haut de sa cuisse, tranchant l'artère fémorale. Il s'effondra lourdement au sol. Le sang, rouge vif et abondant, commença à jaillir en pulsant, tachant instantanément la moquette beige et éclaboussant la robe blanche de Clara. Clara lâcha le manche du couteau, reculant, les mains couvertes du sang de l'homme qu'elle avait manipulé. Elle réalisa l'horreur de son geste. Elle n'était plus une manipulatrice, elle était une criminelle. « Non, non !» bégaya-t-elle, alors que la sécurité la plaquait au sol sans ménagement. Alexandre soutint Éléonore, qui regardait Cédric se vider de son sang à ses pieds. La foule hurlait. Cédric, le visage déjà cireux, tourna la tête vers Éléonore. Ses lèvres bougèrent faiblement. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement une immense fatigue et un regret infini. « Je suis désolé », murmura-t-il, avant de perdre connaissance dans une mare écarlate. Les sirènes de police et d'ambulance retentirent au loin, marquant la fin du spectacle tragique de leur vie entremêlée. 6 mois avaient passé depuis la nuit sanglante des fiançailles. Dans un parloir froid et gris de la prison pour femmes de la région, Clara fixait le mur. Son teint était cireux, ses cheveux ternes.
L'époque des robes de luxe et des manipulations était révolue. Son avocat commis d'office rangea ses dossiers avec un soupir las. « J'ai tenté de négocier une réduction de peine, dit-il sans conviction, mais la famille Delacroix a refusé tout accord. Cédric a témoigné contre vous depuis son lit d'hôpital. Avec les preuves vidéo de l'agression et les relevés bancaires prouvant l'escroquerie envers son quai, le juge n'a pas été clément. » Clara ne répondit pas. « 10 ans, Clara. Vous avez pris 10 ans ferme. » Une larme solitaire coula sur sa joue. Non pas de remords, mais de rage impuissante. Elle avait joué le jeu des trônes de la haute société et elle avait perdu. Elle allait passer sa jeunesse entre 4 murs de béton, oubliée de tous ceux qu'elle avait tenté d'éblouir. À quelques kilomètres de là, dans un petit appartement HLM en périphérie de la ville, l'ambiance était tout aussi morose. Cédric était assis dans un fauteuil roulant bon marché, regardant la pluie tomber par la fenêtre. Sa jambe droite ne guérirait jamais complètement. L'artère avait été recousue, mais les nerfs étaient touchés. Il boiterait pour le reste de ses jours, une marque physique indélébile de sa stupidité. Ses parents se disputaient dans la cuisine exiguë pour une facture d'électricité impayée. Leurs voix aigres traversaient les murs fins. Ils avaient tout perdu, leur statut, leur confort, leur fierté. Ils vivaient désormais des aides sociales, ressassant leur gloire passée et blâmant le monde entier pour leur chute. Cédric ferma les yeux. L'image d'Éléonore, radieuse dans sa robe de mariée sur ce vélo jaune, le hantait. Il avait eu la chance de sa vie entre les mains. Une femme qui l'aimait pour lui-même, une héritière qui aurait fait de lui un roi. Il l'avait jetée pour une illusion. Il regarda sa jambe inerte. C'était le prix de la vanité, une leçon qu'il aurait tout le temps de méditer dans le silence de sa vie brisée. Loin de cette grisaille, le manoir des Valmont résonnait de rires et de tintements de cristal. C'était un dimanche ensoleillé. Monsieur Valmont, le patriarche, présidait le déjeuner dominical. À sa droite, Alexandre Blackwood servait du vin, tandis qu'Éléonore, rayonnante, racontait une anecdote sur la dernière acquisition du groupe. L'atmosphère était légère, empreinte d'un amour sincère et d'une sécurité retrouvée. Le majordome apporta le plat principal, un magnifique bar en croûte de sel. L'odeur iodée et riche du poisson emplit la salle à manger. Alexandre sourit et commença à servir son épouse. « Tiens, mon amour, tu adores le poisson. » Éléonore prit ses couverts, mais dès que l'assiette fut posée devant elle, son sourire vacilla. Elle porta une main à sa bouche, son teint devenant soudainement pâle. « Excusez-moi, » murmura-t-elle. Elle se leva précipitamment et courut vers la salle de bain du rez-de-chaussée. Alexandre, inquiet, lâcha sa serviette et se précipita à sa suite. Monsieur Valmont resta assis, mais un sourire malicieux et plein d'espoir commença à étirer ses lèvres. Il avait vu ce genre de réaction auparavant. Quelques minutes plus tard, Alexandre et Éléonore revinrent. Alexandre soutenait sa femme avec une précaution infinie, comme si elle était faite de verre précieux. Il avait l'air hébété, mais ses yeux brillaient d'une joie intense. « Alors ?» demanda Monsieur Valmont en levant son verre. « Est-ce que le poisson était mauvais ou est-ce que la famille va s'agrandir ?» Éléonore rougit, posant une main protectrice sur son ventre encore plat. « Le médecin est venu ce matin pour la prise de sang, avoua-t-elle. On vient d'avoir les résultats par téléphone. » Elle regarda Alexandre, qui semblait prêt à exploser de bonheur. « Tu vas être grand-père, papa, » dit-elle doucement. Monsieur Valmont éclata de rire, un son puissant qui fit vibrer les murs. « C'est merveilleux! Un héritier pour l'Empire !» Alexandre secoua la tête, riant nerveusement. « Pas un héritier, beau-père. Le médecin a détecté 3 cœurs. » Monsieur Valmont en lâcha sa fourchette. « 3 ? Des triplés ?» Éléonore hocha la tête, les larmes aux yeux. « Des triplés !» La salle à manger fut submergée par l'émotion. Alexandre prit Éléonore dans ses bras, l'embrassant tendrement sur le front. « Je te promets, lui murmura-t-il, que jamais ils ne manqueront de rien. Mais surtout, je te promets qu'ils sauront reconnaître la vraie valeur des gens, pas celle de leur portefeuille. » Dehors, le soleil continuait de briller sur le domaine. La tempête était passée. Les méchants avaient récolté ce qu'ils avaient semé, l'amertume et la solitude. Et les justes, eux, récoltaient enfin le fruit de leur intégrité. Une vie pleine, riche et débordante d'amour.